c'est Alice Béja, qui est docteur en littérature américaine et rédactrice en chef de la revue Esprit. Elle a traduit en français un texte de John Dos Passos sur Sacco et Vanzetti devant la chaise électrique d'Alina 2009 et un roman prolétarien de Grace Lankin, Notre rien arriva, 2012. Et aujourd'hui, elle va parler sur la littérature prolétarienne américaine, écrire la dissidence dans la terre du processus. Merci beaucoup et merci aux organisatrices de m'avoir convié à ce colloque. Donc je vais vraiment brosser à grands traits un certain nombre d'évolutions politiques et littéraires du début des années 30 aux États-Unis, donc à travers le courant de la littérature prolétarienne. Et donc voilà, bien sûr, dans les questions, si vous souhaitez revenir sur des points précis, parce que je risque de faire certaines généralisations. Donc tout d'abord, justement, en ce qui concerne le récit politique américain, il y a une phase très clairement de structuration de ce récit politique après la Première Guerre mondiale, au sortir de la guerre, où en réalité la propagande de guerre va se prolonger en temps de paix. Les outils qui avaient été forgés pendant la Première Guerre mondiale, notamment par le Committee on Public Information, vont ensuite être transposés non seulement dans le domaine public, à savoir du gouvernement, mais dans le domaine privé, avec le grand essor de la publicité dans les années 1920. Et cette transition est en quelque sorte symbolisée par une figure, celle d'un dénommé Edward Bernays, qui était par ailleurs le gendre de Freud, et qui travaillait au Committee on Public Information et qui ensuite a été l'un des fondateurs des relations publiques dans les années 20 et a notamment publié en 1928 un ouvrage intitulé Propaganda qui parle de la manipulation en démocratie, sachant que dans son esprit, ce terme de propagande à l'époque n'était pas négatif. Il revendiquait la nécessité de manipuler l'opinion à l'heure justement du développement de l'opinion de masse. Donc cette construction d'un récit politique se fait en même temps qu'un repli des États-Unis sur eux-mêmes au sortir de la guerre. Le président Harding parle d'un retour à la normale, back to normalcy, avec un mot qui d'ailleurs qu'il a sorti, on ne sait pas trop tout parce que normalcy c'est pas très très anglais, après les aventures extérieures et étrangères du président Wilson. Donc on a ce repli identitaire sur l'Amérique, sur les États-Unis et notamment sur leur prospérité économique. C'est Coolidge qui disait « The business of America is business ». Donc on s'occupe du business, des affaires et pas du reste. Et donc on promeut une forme d'identité américaine prétendument très large, puisque centrée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, autour de valeurs indiscutées et indiscutables, que sont le succès, l'initiative individuelle, la mobilité, etc. Sauf que bien évidemment, cette identité qui apparaît comme ça, exclusivement fondée sur des valeurs, est en réalité une identité profondément ancrée dans des questions ethniques, sociales, etc. Et donc on ne peut la comprendre qu'en comprenant les groupes qui en sont exclus, pour diverses raisons, qui peuvent être donc, des Noirs, des Africains-Américains, des immigrés, des femmes, même si elles obtiennent le droit de vote en 1919, ou des radicaux. Alors j'emploierais le terme de radical au sens de radical, donc en gros des gauchistes, des gens de gauche. Radicaux, donc tous ces groupes-là qui sont en réalité considérés comme non-américains, un-American, terme qui fera ensuite florès après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces radicaux vont tenter, au cours des années 30, et en particulier la première partie des années 30, de proposer des contre-récits à ce récit dominant qui les exclut. Cependant, dans cette construction de contre-récit, ils n'abandonnent pas pour autant toute référence à l'Amérique. Et ce qui est intéressant, et ce que je vais essayer de montrer, c'est que leurs discours et leurs œuvres se construisent en référence à l'Amérique de l'intérieur même du discours américain, en essayant de le contrer à travers des expérimentations sur la forme, sur le fond, à travers l'émergence de nouvelles figures comme l'ouvrier, la femme, la grève, etc. Cela dit, soyons réalistes, la plupart de ces œuvres ont quand même été farouchement oubliées, et l'image que l'on garde des années 30, ce sont plutôt les fermiers pauvres du sud des États-Unis, immortalisés par Steinbeck
et Dorothy Lange parmi bien d'autres, donc des images du Front populaire, autrement dit la période à partir de 1935, plus, disons, consensuelle dans une logique nationale. Est-ce à dire alors que le grand récit de la promesse américaine reprend le dessus et que, en fin de compte, ce mouvement prolétarien du début des années 30, concernant une frange très très minoritaire des intellectuels et des écrivains qui étaient par ailleurs extrêmement occupés à se chamailler entre eux, n'aura eu absolument aucune conséquence sur les représentations imaginaires de l'Amérique de l'époque. Donc dans un premier temps, je vais essayer de dessiner un petit peu ces tentatives de contre-récit, en rappelant tout d'abord que ce grand récit politique dont j'ai parlé et qui se met en place au sortir de la guerre a des conséquences très concrètes pour un certain nombre de personnes vivant aux États-Unis et en particulier pour les Rouges, puisque en 1919-1920, il y a ce qu'on appelle en français la terreur blanche, en anglais la Red Scare, qui sont en fait des rafles de militants, alors bon, anarchistes, socialistes, communistes, parce que aux yeux du gouvernement américain, tout ça a été à peu près pareil, qui sont arrêtés, emprisonnés, battus, parfois tués et parfois déportés en Union soviétique. Qui, pour certains d'entre eux, quand ils étaient anarchistes, se retrouver en Union soviétique n'était pas forcément le meilleur endroit, mais là encore, voilà, dans l'esprit du gouvernement américain, tout ça c'est des rouges, donc on les envoie en Union soviétique parce que c'est leur pays. À la fin des années 20, avec le début de la Grande Dépression, les structures, la gauche se structure sur le plan intellectuel, politique, puisque bien évidemment, l'approfondissement de la Grande Dépression, notamment à partir de 31-32, démontre une certaine forme de crise du capitalisme, et donc on assiste à une effervescence, on dirait en France à la gauche de la gauche, mais disons à la gauche du Parti démocrate, autour de revues, de débats et bien sûr d'application des directives de l'internationale communiste qui à l'époque encourage le développement d'une littérature prolétarienne. Donc il va y avoir toutes sortes de débats pour savoir ce qu'est et ce que doit être cette littérature prolétarienne. Est-ce que c'est une littérature qui doit être écrite que par des prolétaires, ce qui exclut donc tous les compagnons de route issus de la classe moyenne? Est-ce que c'est une littérature qui ne doit parler que des prolétaires? Ou est-ce que c'est une littérature qui doit se définir avant tout par un style particulier qui sera, surtout à partir de 1934, ce qu'on appellera le réalisme socialiste? Donc ces débats ne sont pas du tout figés, au sens où voilà, certains écrivains se les approprient de manière différente, mais il est vrai qu'il y a un appel dans des revues comme New Masses aux prolétaires pour leur dire voilà, ne laissez pas les écrivains professionnels prendre la parole à votre place, écrivez-nous, envoyez-nous vos histoires, vos récits. Et il se dessine donc progressivement un contre-projet à celui d'une Amérique capitaliste et individualiste, par ailleurs mise à mal par la Grande Dépression. Un contre-projet qui reposerait, y compris en termes littéraires et en termes de voie narrative, non plus seulement sur l'individu, mais sur le collectif. Sur un concept, la lutte des classes, qui remet en cause l'un des fondements de la société américaine, qui est justement de dire que c'est une société sans classe, par opposition aux sociétés féodales européennes. Donc ce contre-projet se traduit dans les œuvres littéraires produites à l'époque. Alors il ne faut bien sûr pas minimiser le carcan idéologique du Parti communiste américain, mais il ne faut pas non plus le surestimer, puisque c'est quand même un mouvement extrêmement minoritaire aux États-Unis, donc en réalité la plupart des écrivains qui étaient proches de ce mouvement n'étaient pas encartés, donc ne se sentaient pas forcément inféodés aux diktats du Comintern et même pas forcément du Parti communiste américain. Donc quand on regarde par exemple l'anthologie publiée en 1935, Proletarian Literature in the United States, dirigée par Joseph Freeman, qui vise donc à donner un panorama de cette littérature et qui a eu un écho critique bien au-delà des cercles stricts, disons, des radicaux. On est frappé d'une part par l'uniformité des thèmes abordés, c'est très souvent des histoires de grève ou alors de conversion d'un personnage de la classe moyenne qui tout d'un coup va découvrir le prolétariat, la solidarité, etc., et qui va donc renoncer à son origine de classe. Donc la relative uniformité des thèmes et en revanche la grande variété des traitements formels de ces thèmes. Donc d'une part l'anthologie montre différents genres, il y a du théâtre, de la poésie, du roman, mais également du reportage et de la critique littéraire. Et au sein même de chaque section, en particulier le roman, on a des styles très différents. Donc dans la partie fiction, roman,
On a des textes de John Dos Passos, qui sont des textes plutôt modernistes, avec des techniques de montage, de collage, de chansons populaires, de titres d'articles de journaux, etc. Une narration très fragmentée. C'est le cas également d'un auteur moins connu qui s'appelle William Rollins Jr. Il y a là aussi des techniques cinématographiques où il décrit des scènes d'usine et puis à intervalles réguliers on entend en fait les bruits de l'usine ou des gestes des ouvriers. On a également des extraits de la prose de Erskine Caldwell, qui est surtout connu pour ses descriptions des pauvres blancs du Sud et qui lui a une prose plutôt très sèche, ou Grace Lumpkin qui elle est pour le coup très proche du réalisme social. Donc voilà, on a vraiment des échantillons assez variés. Et par ailleurs, ces œuvres tentent de défaire un certain nombre de mythes de l'éthos américain. Par exemple, l'illusion de la mobilité libératrice, incarnée par la figure du pionnier, et l'idée très générale que aux États-Unis, quand vous en avez assez de votre vie, il vous suffit de prendre, de partir ailleurs et puis de tout recommencer à zéro. Dans les années 30, par la force des choses, le pionnier il est plutôt remplacé par le vagabond. Et non pas le vagabond à la Kerouac qui choisit d'aller sur les routes pour faire l'expérience de l'Amérique, mais le vagabond qui est jeté de ville en ville parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a pas de soutien, parce qu'il n'a pas d'amis, et donc c'est une mobilité complètement subie. Et ça on le voit très bien par exemple dans un roman de Nelson Algren qui s'appelle Somebody in Boots, je crois très habilement traduit par un fils de l'Amérique, il me semble. Enfin bref, donc Algren qui est dans cette veine prolétarienne à l'époque où il écrit ce roman et où il n'est pas encore l'amant de Simone de Beauvoir, ce qui est la raison principale pour laquelle il est connu en France. Donc ils essayent de défaire ces mythes de l'éthos américain également en faisant émerger des voix collectives sur le plan narratif, par exemple chez Lumpkin ou chez une autre écrivaine prolétarienne, Clara Weatherwax, il y a des tentatives d'expérimentation avec le nous, donc le jeu est remplacé par le nous, et enfin ils font très souvent intervenir des personnages d'étrangers dans les romans, donc c'est souvent d'ailleurs des leaders syndicaux qui sont étrangers et qui font donc à la fois qui interrogent le modèle américain à l'aune d'un autre modèle et qui en même temps font prendre conscience à un certain nombre des personnages de l'existence d'une solidarité internationale. Cela dit, malgré ces tentatives pour dénoncer l'illusion nationale, sur le fond comme sur la forme, la relation de ces écrivains à l'Amérique demeure complexe, puisque dans les débats théoriques comme dans les œuvres elles-mêmes, les références à la fondation des États-Unis, à certains idéaux fondamentaux de la nation américaine, reviennent, comme si la dissidence ne pouvait se construire totalement contre le récit national. Comme si, plutôt que de produire vraiment un contre-récit, elle ne pouvait proposer qu'une autre interprétation d'un récit dont les fondements resteraient finalement identiques. C'est le syndrome de l'exceptionnalisme américain qui semble perdurer jusque dans les lieux les plus improbables, à savoir chez les marxistes. Et tout au long des années 30, on a de très très vifs débats dans les revues de la gauche américaine sur la relation entre marxisme et américanisme. Puisque en réalité, la plupart des écrivains concernés, des intellectuels concernés, ne veulent pas abandonner le modèle américain en faveur du modèle soviétique. Il y a d'ailleurs en général très peu de références à l'Union soviétique dans les romans prolétariens américains. Ce qu'ils veulent, c'est déconnecter les valeurs américaines du capitalisme. Donc c'est de dire, les valeurs fondatrices de la déclaration d'indépendance, etc., ne sont pas à remettre en question en tant que telles. Ce qui est à remettre en question, c'est la société qui en a émergé pour diverses raisons. Et donc on a un peu des déclarations assez cocasses comme ça dans certaines revues, où des écrivains disent de toute façon la révolution communiste est l'aboutissement logique de la guerre d'indépendance du XVIIIe siècle. C'est pareil. Puisque on renverse la tyrannie, le pouvoir au peuple, Lincoln a dit le gouvernement par le peuple pour le peuple. Nous, c'est très exactement ce qu'on veut faire, donc on n'est pas du tout anti-américain. Au contraire, on veut rétablir le vrai sens des valeurs américaines. D'ailleurs, ça se concrétise ensuite à travers la politique du Front populaire à partir de 1936, où le slogan du Parti communiste américain est le communisme, c'est l'américanisme du XXe siècle. Donc là, on aboutit vraiment à l'apogée. Et c'est vrai également au sein des romans prolétariens où on retrouve de nombreux symboles de l'Amérique, que ce soit des références au 4 juillet, à Washington, à la déclaration d'indépendance.
Je cite juste un passage de Marching, Marching de Clara Weatherwax. Ok. Alors bon, en termes littéraires, c'est pas le top, hein, mais ça montre bien cette espèce de convergence totale entre la logique marxiste et une logique américaine. Puisqu'à la fin du roman, un des personnages qui assiste à une réunion syndicale déclare, et je cite, « Il parle de trucs radicaux venus d'ailleurs, mais le communisme, c'est l'américanisme. Voilà ce que c'est, l'américanisme. Est-ce qu'on n'a pas fait la révolution pour créer notre pays, pour avoir notre liberté d'expression, pour avoir un gouvernement pour le peuple et par le peuple? Et le peuple, c'est pas les masses? Bah tiens, je voudrais bien voir ce qu'on est si on n'est pas le peuple. Et maintenant que tous ces patrons et ces politiciens gouvernent le pays en s'en mettant plein les poches, il est temps de le leur reprendre pour le gouverner pour nous, les gens, de nouveau. On en a déjà enterré des rois. On l'a fait en 1776. Et bon Dieu, on va le refaire. » L'histoire de la nation devient ainsi le prélude logique à une révolution communiste. Et le marxisme, cette idéologie étrangère, se trouve totalement réintégrée à l'histoire nationale. Donc le contre-récit ne se construit pas complètement contre. Les romanciers radicaux et prolétariens réutilisent des symboles de l'Amérique, mais est-ce que cela revient pour autant à dire que donc, toute dissidence est impossible, puisque de toute façon, on se retrouve, même quand on part du point le plus extrême, à savoir le marxisme, complètement récupéré par le mainstream. On peut se poser la question, et ce d'autant plus que c'est la période du Front populaire qui a pris le dessus dans les représentations collectives de l'Amérique des années 30, plutôt que, bien évidemment, les romans prolétariens. Or, et j'abrégerai un petit peu, il y a deux choses. D'une part, les œuvres du Front populaire, comme la plus connue qui sont Les raisins de la colère de Steinbeck, étaient bien moins consensuelles à l'époque que ce dont on a l'impression aujourd'hui, savoir que le roman a été interdit dans un certain nombre d'États et que Steinbeck a été accusé d'être un communiste et de dénigrer l'image de l'Amérique. Et d'autre part, ce qui est intéressant de voir quand on étudie la littérature prolétarienne, c'est comment elle a mis en circulation, à son petit niveau, puisque l'audience était assez restreinte, des thématiques et des figures qui ont ensuite été reprises par toute une littérature successive. Et je vais juste dire deux mots de la comparaison entre Les raisins de la colère de Steinbeck et un roman donc beaucoup moins connu, qui est To Make My Bread, Notre reine arrivera, de Grace Lumpkin. Bon, le roman de Steinbeck, je ne le résume pas en détail, mais en gros, c'est une famille de fermiers de l'Oklahoma qui est expulsée de sa ferme et qui donc se retrouve à aller en Californie pour trouver du travail. Dans le roman de Lumpkin, c'est une famille de fermiers pauvres des Appalaches, en Caroline du Nord, qui quitte sa terre dans l'espoir d'avoir une vie meilleure à l'usine, en ville, et qui, bien évidemment, va plutôt découvrir l'exploitation, l'aliénation, etc. Et donc, à la fin, l'un des personnages se convertissent, en gros, plus ou moins, au communisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des thèmes qui sont tout à fait communs. Les histoires de famille, l'expulsion, la figure du fermier, et également l'importance des figures de femmes, aussi bien dans le roman de Lumpkin que dans le roman de Steinbeck. Et donc il y a ces confluences-là qui, malgré tout, se dessinent et qui donc ont contribué à transformer les représentations de l'Amérique. Puisque quand on y pense aujourd'hui, la manière dont la Grande Dépression a transformé radicalement les représentations politiques, mais aussi imaginaires de l'Amérique est absolument fondamentale. On pense au simple fait que l'État a un rôle à jouer dans la protection sociale de ses citoyens. Avant les années 30 aux États-Unis, c'était pratiquement impensable. Et par ailleurs, cette transformation des imaginaires a ensuite été recouverte, en un sens, par une nouvelle strate. Là, on en arrive plutôt au néolibéralisme à partir des années 80, où justement un certain nombre de choses sont à nouveau devenues impensables et indicibles. Et je vais terminer sur un truc qui n'a rien à voir avec la littérature prolétarienne, mais si on pense par exemple à l'outrage et à la violence avec laquelle a été reçue la réforme pour la santé de Barack Obama il y a maintenant quelques années, on voit bien justement cette stratification du discours et des représentations où tout d'un coup, les initiatives de Roosevelt dont s'inspire Obama apparaissent à nouveau comme scandaleuses. Merci. Merci beaucoup. Notre
c'est Joseph Hirt, qui est venu en Suisse. Il a fait des études de littérature française et d'histoire à l'université de Fribourg en Suisse et à la Sorbonne. Puis il était professeur de littérature française à l'université de Fribourg-en-Brésil et cofondateur et aussi directeur du Frankreich-Zentrum de l'université de Fribourg-en-Brésil. Il a été invité comme professeur invité à l'EHESS, à la Sorbonne Nouvelle, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et était membre et vice-président du Conseil suisse de la science jusqu'en 2007. Il a publié beaucoup de livres, et beaucoup d'eux sont sur Pierre Bourdieu. Je mentionne seulement un livre Absolute Pierre Bourdieu de 2007, et il y a aussi un livre sur les son personnage avant de le faire agir, mais également dans son sanctuaire de Faulkner, déjà cité. Il y a un écrit au sujet de sanctuaire, il y a un destin dressé unique derrière tous ces êtres différents et semblables, comme la mort derrière une salle d'incurable. Il y a eu des critiques qui étaient tout à fait sensibles aux innovations du roman tragique. Ceux-ci pensent qu'une œuvre romanesque où l'action extérieure compte pour presque rien et où les ressources psychologiques elles-mêmes sont remplacées par le drame d'une âme ouvre, je cite encore donc, le terme d'un critique, une voie toute nouvelle au roman. Pour la plupart des interprètes, c'est pourtant la durée, la continuité temporelle qui définit l'art romanesque. Le modèle en reste l'œuvre de Proust avec, je cite encore un critique légal, répartition de son analyse en tranches, en laisses psychologiques qui reproduisent la durée en épousant tous les méandres, font même substantiellement partie de son apport. La littérature des années 20, représentée par les grands noms de Gide, Valéry et Proust, a été surtout caractérisée par le détachement contemplatif, par l'introspection psychologique et le roman par l'importance du personnage dont on tâchait de démontrer l'évolution psychologique. La génération suivante, représentée par Malraux et Bernanos, se distinguait de ses aînés par son obsession de la transcendance, par la dimension métaphysique dans leurs œuvres. L'auteur de la condition humaine se rapproche, comme l'affirme André Vendée-Gans, de Bernanos, Giono et Monterland, dont les romans ne tendent plus à la représentation, qui a été le propos de Mauriac et de Mauroy, mais à l'élucidation d'un problème fondamental. Derrière l'injustice sociale se profile chez Malraux la servitude métaphysique, la contingence de l'homme, l'absurdité de son existence qui se manifeste dans le fait que la mort n'a plus de sens préétabli. La tragédie de l'homme étant ceci, dit Moreno dans l'Espoir, qu'elle transforme la vie en destin, qu'à partir d'elle, rien ne peut plus être compensé. Cette condition métaphysique de l'homme, la conscience d'un destin qui tente d'écraser l'homme, ainsi que le sentiment de l'indépendance du monde à son égard, domine l'œuvre entière de Malraux et lui confère un accent tragique. Déjà, le titre de son deuxième roman sur la révolution chinoise, la condition humaine, suggère la dimension de la transcendance. Le cadre n'est naturellement pas fondamental,
confia Malraux au jeune Gaëtan Picon. L'essentiel est évidemment ce que vous appelez l'élément pascalien. Cet antagonisme entre l'homme et son destin, le relatif et l'absolu, se manifeste aussi dans les romans de Malraux, non seulement dans l'action ou les propos explicites des protagonistes, mais également par l'opposition des dimensions spatiales, horizontales versus verticales, des images visuelles, lumière versus ombre, et des images auditives, bruit versus le silence. Donc j'abrège donc là tous ces romans métaphysiques, oui, c'est le sujet principal, c'est la mort. Et ce n'est pas un hasard, oui, si Sartre avait dit que pour Malraux, comme pour Heidegger, l'homme est un être pour la mort. Malraux y ajouta cependant en note, si au lieu de dire pour, on disait contre, ce n'est la même chose qu'en apparence. Et puis, après la lecture de Voyage au bout de la nuit, Bernanos a remarqué lui aussi que votre sujet de ce sujet, c'est donc la mort. Mais écrire des romans métaphysiques, n'est-ce pas, tourner le dos à l'histoire et s'enfuir vers des valeurs intemporelles. Je pense que ce n'est nullement le cas. Malraux avait souvent cité le mot de Napoléon, le tragique maintenant, c'est le politique. La seconde génération de l'entre-deux-guerres s'affronte au monde, tandis que la première, au dire de Claude Edmond Magny, s'éprouvait comme assez peu rattaché à lui, guère plus qu'on ne l'est nécessairement au lieu dans lequel on vit. Et Malraux lui-même a relevé ce qui distinguait sa génération de celle des prédécesseurs, c'était la relation avec l'histoire. Ce qui nous distinguait de nos maîtres à 20 ans, devait-il dire à Jean Lacouture, c'est la présence de l'histoire. Pour eux, il ne s'était rien passé. Nous naissions au cœur de l'histoire qui a traversé notre champ comme un char. Et Bernanos et Malraux, tous les deux, donc, thématisent l'histoire et la dimension politique dans leur roman, mais également dans la pratique, donc pour Malraux en Indochine et ensuite en Espagne, et pour Bernanos aussi dans son pamphlet contre Franco. Je pense donc que les grandes innovations, notamment pour le genre romanesque, ont été faites au début des années 30. Le dépassement du roman psychologique par un roman qui pose des problèmes philosophiques fondamentaux et dans lequel l'histoire actuelle est extrêmement présente. Un roman qui met en question les normes axées autour du concept du personnage et de la continuité d'une intrigue. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais diviser le temps de la discussion en deux et commencer par les questions qui sont sur le thème de cette session, écrire contre le récit du pouvoir et sur le storytelling versus littérature. Alors, des questions qui touchent à tous les trois papiers. Et puis, après, on peut discuter les papiers l'un et l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le thème? J'ai une question aux trois intervenants qui une remarque, explication de Joseph son introduction, qui s'est un peu excusé de ce retour à l'entre-deux-guerres. On avait déjà eu le retour à l'entre-deux-guerres,
et aussi celle située à la fin des années 70 me semble indiquer quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que, pour que ce soit le cas, il y a une certaine présence de l'histoire, une histoire qui semble menacer, influencer directement aussi bien les acteurs individuels que collectifs. Et pour ouvrir un peu la chose, je me demande, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que cette situation nationalisée, culturellement nationalisée, n'a pas été dépassée par le storytelling néolibéral? Si je me permets de commencer, ce qui m'a moi-même frappé en analysant donc, la critique journalistique de l'entre-deux-guerres, c'était la présence forte de l'élément national. Alors, souvent, en critiquant, par exemple, des longueurs, des défauts de composition, on dit ce n'est pas français, ou c'est un roman nordique. Donc, aujourd'hui, c'est un discours qui ne va plus du tout. Donc, cette nationalisation de critères esthétiques. Et là, je pense qu'il y a déjà eu dans les années 30 une ouverture aussi, notamment par la réception du roman américain. Faulkner a joué là un grand rôle, et Dostoïevski aussi, qui ont joué un assez grand rôle à l'époque. Et puis, notamment, Malraux a thématiquement ouvert le domaine français. Donc, c'est le premier qui a situé ces grands romans en Asie. Et Valéry, lors d'une conversation de salon, lui a posé la question « Pourquoi l'Asie ?» Donc, ça prouve combien ça a paru étrange ou étranger de ne pas situer donc, un roman français à Paris ou en Provence ou en Bretagne. Oui, c'est une excellente question qui est très vaste. En ce qui concerne effectivement vraiment ce qui est très frappant, c'est que justement même la littérature prolétarienne américaine, qui devrait se situer aux antipodes de tout questionnement national, mais il y avait une citation qui est très frappante de Michael Gold, qui est donc en gros un des rares intellectuels à peu près organiques du PC américain, où il écrit un article de critique d'un livre de Thornton Wilder. Et il lui reproche d'une part ce qu'il appelle sa gentility, donc en gros il lui reproche de faire un roman bourgeois, de gens très bien qui circulent dans les salons, etc. Bon, ce qui d'un point de vue marxiste est tout à fait compréhensible. Et après il lui reproche son cosmopolitisme. Il dit, en lisant The Bridge of the St. Louis Way, le roman de Wilder, on ne peut pas savoir si l'auteur est scandinave, français, on ne peut pas savoir qu'il est américain. Et ça lui pose un gros problème. Et d'ailleurs, quand il écrit sur l'histoire de la littérature prolétarienne, ce qui est rigolo, enfin aussi bien chez lui que chez d'autres critiques, ils disent tous qu'en gros, le premier auteur prolétarien, de toute façon, c'est Walt Whitman. Donc il réancre en fait cette tradition justement présentée comme étrangère dans un sol très clairement américain. Et bon, je ne reviens pas sur la présence de l'histoire parce que bon, en l'occurrence c'est assez évident. Mais sur la situation contemporaine, je trouve que c'était intéressant ce que vous disiez parce qu'en même temps, on a aujourd'hui en France tout un tas de romanciers qui écrivent leurs romans américains. Et je trouve ça très intéressant. Je pense à Tanguy Viel, mais il y en a bien d'autres. Je trouve ça très intéressant, cette espèce de... Ou alors qui veulent faire des séries américaines. Donc manifestement, même s'il y a une mondialisation, une globalisation, on associe quand même un certain type d'écriture à un certain pays. Alors certes, on dit qu'il a compris le monde. Et puis après, bon, moi j'ai un peu lu le roman de Tanguy Viel, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout... Enfin, c'est un roman
sans vouloir tomber dans la caricature, c'est clairement un roman américain écrit par un Français. Donc il n'y a pas du tout, on retrouve malgré tout ces spécificités-là. Et après, il y a encore une autre question, mais qui mériterait d'être discutée par rapport au thème du colloque, qui est celle de la littérature monde, qui est celle d'une littérature qui peut venir d'écrivains, pour le coup, du monde entier, qui ont souvent pour caractéristique, pour des raisons parfois politiques d'ailleurs, de se retrouver sur des campus américains, et ce qui n'empêche pas de créer d'excellentes œuvres, mais il y a parfois effectivement des critiques sur l'uniformisation, la déconnexion. Merci pour cette question. Alors, juste quelques éléments en réaction à l'idée de littérature au monde. Juste dans le cas très spécifique de la science-fiction française, une chose intéressante, c'est que elle est soumise en termes d'évaluation à une double contrainte. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ne fasse pas comme les États-Unis, mais il faut qu'elle fasse comme les États-Unis. Bon, c'est une double contrainte parce qu'on identifie la science-fiction à l'origine américaine. Mais pour revenir à la question du rapport à la nation, au récit national, pour ce qui est des années 70 pour la science-fiction, justement, on a un petit peu le même genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, les récits de science-fiction français sont très peu français, au sens où ils prennent très peu pour cadre la France, mais ça arrive bien sûr, mais ils prennent très peu pour cadre la France en tant que telle. Et là, dans le cas plus précis de la déconstruction justement de l'idée même de récit, c'est vraiment, en tout cas, Pelot, lui, tire énormément vers l'abstraction. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment plus de lien avec un passé historique, on a l'idée qu'on est dans un prolongement de notre monde, mais il y a souvent eu une sorte de catastrophe de choses. Mais ce qui est frappant pour le cas de Delirium Circus, qui est le plus associé à l'idée de société du spectacle, même ouvertement appelé à l'idée de société du spectacle, comme on l'a vu, les noms des personnages, il y en a un autre qui s'appelle Ross Chaplin par exemple, les noms des personnages sont clairement associés à un patrimoine cinématographique qui est américain. Et les choses qui sont représentées par ces spectacles, c'est quasiment uniquement des films de genre, disons américains, voilà, le western, le roman policier, le film de guerre, et avec l'idée que... Et donc là, clairement, lorsque Pelot a voulu transposer, donner une forme à l'idée de société du spectacle, malgré l'abstraction, il s'est quand même adossé à une sorte de société du spectacle idéale qui est celle de Hollywood et des États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres questions générales? Moi, j'avais une question, je ne sais pas si elle est générale, mais il me semble que dans, en tout cas, les deux corpus que vous avez parlé, il y avait une forme d'eschatologie qui se profile à la besoin, même si c'est une eschatologie spirituelle et matérialiste. Et par contre, ce qui m'a étonné, c'est chez Pelot, c'est que c'est un monde qui est vraiment clos, il n'y a pas d'histoire, on est un peu trivial, et que ça semble déroger en fait, parce que moi je connais la science-fiction, je connais pas mal, mais justement, souvent ça va de pair avec une forme de spiritualité, disons, d'horizon métaphysique, et en fait c'est ça qui m'a frappé, c'est que le genre où on attendait ça, justement, parce qu'en fait, Pelot, ça semble à rebours, là aussi, de ces inscriptions génétiques. Rapidement, en fait, justement, si j'ai insisté sur cette caractéristique d'élément de piège, c'est parce que ça va quasiment contre un principe de genre. Il existe d'autres romans, bien sûr, qui enferment un personnage, mais dans la science-fiction, il y a quand même à peu près toujours une échappatoire. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose, même si ça n'est qu'une évasion du personnage. Il y a très peu de romans qui finissent aussi mal que les romans dystopiques, mais quand on prend 1984, une lumière des mondes qui pose les bases de ce genre de schéma narratif, c'est déjà le cas. Donc, ça fait déjà un certain temps que ce schéma existe, avec l'idée qu'on va montrer une société dans laquelle finalement nous ne pouvons pas vivre. C'est cette idée, ce projet-là. La différence, je dirais, le prolongement, parce que je n'ai pas fait de comparaison exacte par rapport à ça, mais le prolongement qu'il y a, c'est qu'effectivement, comme dans le meilleur des mondes, comme dans 1984, on retrouve justement ce refus justement, que ce soit l'idée d'un matérialisme historique qui va se réaliser dans une société parfaite, ou un objectif
totalitaire ou que ce soit le Fordisme, une espèce de libéralisme poussé à son extrême, la logique même de la dystopie consiste à détruire tout mythe. C'est-à-dire que les mythes ne sont que les instruments de l'opinion du peuple, que des instruments d'asservissement de l'esprit du lecteur. Et de ce point de vue-là, ce qui me semblait intéressant dans les propositions de boulot, enfin dans les textes pris comme des propositions comme des controversies, c'est plutôt finalement la disposition formelle qui est beaucoup plus, disons, beaucoup plus éclatée, fragmentaire et ainsi beaucoup plus, disons, à la prise de distance que les romans phares, programmatifs, de ce point de vue. Je ne reviendrai pas sur la question de la métaphysique de la science-fiction, ce n'est pas du tout. En ce qui concerne les romans prolétariens, effectivement, mais ce qui est, quand on regarde la fin, on prend toute une série de romans de période et tout, bon, la fin en général, c'est pas la meilleure parce que en réalité, on se rend compte que quand la conversion intervient, donc quand ça fonctionne, ce qui en fait n'est pas aussi fréquent que ça, donc soit le personnage se convertit au communisme, soit la grève est victorieuse. Bon, c'est souvent, alors, pour le coup, très plaqué, et même si le roman avant était intéressant, un peu plus complexe et tout ça, c'est la catastrophe. Mais c'est pas, enfin, on retrouve un peu le même défaut chez Upton Sinclair dans un grand roman comme La Jungle, où à la fin, quand il se met à tartiner des pages et des pages de discours socialistes, c'est pas hyper fascinant. Mais par ailleurs, souvent, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, en fait, relativement souvent, les fins sont ouvertes ou incertaines ou tragiques. Donc il n'y a pas forcément, enfin la révélation n'intervient pas forcément, et quand elle intervient, bon, elle le fait de manière tellement plaquée et tellement artificielle que là, bon, on rentre plutôt dans le cadre du roman à thèse, mais c'est en fait quand il y a, c'est pas toujours le cas, mais quand il y a une forme d'inventivité, soit narrative, soit d'expérimentation formelle, voilà, c'est ça qui prime sur la dimension de conversion. C'est très frappant dans un roman qui s'appelle Juif sans argent de Mike Gold, qui est un roman autobiographie dans lequel en fait il raconte la vie du ghetto du Lower East Side à New York. Voilà, et donc les luttes, etc. Alors il y a une dimension très, très dogmatique, mais voilà, et à la fin, bam, en 2 pages, le protagoniste, il se réveille un matin, il découvre le communisme, il monte sur le boîte en carton et il commence à prêcher les foules, quoi. Et alors que pendant tout le roman, il y a quand même un tissage sur la voix de la génération des parents qui est encore très attachée au conte du ghetto, etc. Et puis sur les enfants qui essaient de trouver leur place dans cette société américaine un peu compliquée. Et à la fin, bon, est-ce qu'il y a des questions spécialement sur un ou une des intervenants? Donc déjà, mais ça c'est vraiment très, très lié aux circonstances. En réalité, la littérature prolétarienne, c'est quelque chose de très spécifique. Ça va de 1928 à 1935, tout simplement parce que ça correspond à ce qu'on appelle la 3e période, la période prolétarienne du Comintern, de l'international communiste, qui, de 28 à 35, dit à tous les partis communistes du monde entier, vous faites la guerre aux social traîtres, donc vous êtes contre les socialistes, contre tout ce qui n'est pas les partis communistes. Et en termes culturels, vous produisez une culture prolétarienne, une littérature prolétarienne pour le prolétariat. Donc on ne s'occupe pas des bourgeois, même ceux qui sont sympas avec nous, les relations avec les compagnons de route sont très ambiguës. Voilà. Donc à partir de 1935, et donc c'est le moment où se met en place la Works Progress Administration, on entre dans la politique de front populaire, qui est très exactement le contraire, hein, c'est la beauté du communisme, où du jour au lendemain on dit « Ah non, finalement, vous aimez bien les sociétés dans la mesure du possible, vous les soutenez, parce qu'en face il y a le fascisme, et que donc, je fais de l'histoire politique un peu
base. Mais voilà, donc la logique est tout d'un coup très différente. Alors le mouvement prolétarien est complètement enterré, lié. Voilà, enfin, dans l'absence de postérité de ce mouvement, il y a bien sûr la responsabilité avant tout des communistes eux-mêmes. Hein. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'écrivains qui avaient été des figures de ce mouvement prolétarien qui vont se retrouver dans les programmes du New Deal. Pour des raisons financières tout d'abord, parce qu'en plein milieu de la Grande Dépression, pour gagner de vie en tant qu'écrivain, c'est pas évident. Mais par exemple, sans doute le plus connu, qui est Richard Wright, l'auteur de Native Son et de Black Boy, lui, il appartenait à ce qu'on appelait les John Reed Clubs, donc qui étaient des groupes plus ou moins fondés par le Parti communiste dans plusieurs villes américaines, qui visaient à stimuler donc, la création de la part de jeunes écrivains issus du prolétariat. Donc lui, il appartenait à celui de Chicago. Et ensuite, il a fait partie du Fellow Writers Project de Roosevelt. Donc il a principalement quand même donné lieu à des productions documentaires, donc, notamment la chose la plus connue, c'est la série de guides des États américains qui ont été produits par ce programme-là, mais qui a permis à un certain nombre d'écrivains qui sont ensuite devenus très connus, d'une part de survivre à la Grande Dépression, pour ceux qui, comme Wright, venaient d'un milieu très modeste, de se faire la main sur un certain nombre de sujets plus ou moins imposés, et voilà, d'établir des contacts avec d'autres écrivains. Donc il y a bien sûr, en un sens, les critiques n'étaient pas totalement infondées, dans la mesure où de fait, il y avait, et de même que de très nombreux activistes de cette période prolétarienne se sont bien évidemment ensuite retrouvés dans le développement du mouvement syndical, là aussi à partir de 1935 surtout, mais un petit peu avant. Donc il y a clairement une continuité, même en termes de personnes. Et l'autre continuité intéressante, mais je ne vais pas donner raison à McCarthy surtout, c'est Hollywood. C'est que beaucoup de ces écrivains, bon, les romans prolétariens, c'est sympa, mais pour manger, c'est pas terrible, parce que ça ne s'en parle pas très bien. Ils sont partis à Hollywood pour écrire des scénarios, ou alors dans la fiction populaire, ce qu'on appelle la pulp fiction. Donc, ils ont commencé à écrire un peu des romans de gare à la chaîne, quoi, tout simplement, pour gagner de l'argent. Et donc, de fait, il y a certains scénarios de l'époque qui étaient très marqués par des idées quand même nettement plus à gauche que la moyenne de la population américaine. Il y avait quelqu'un d'autre, je n'ai pas vu, qui c'était. C'est quoi en fait? C'est un micro pour enregistrer, c'est ça? C'est pas du tout un micro qui fait longtemps, c'est moi aussi une question pour Alice déjà. Alors, vous avez commencé à répondre en fait, mais on a le sentiment que le caractère contre-narratif de cette littérature prolétarienne, vous avez retenu dans le jugement de son effet, de son oubli d'abord, et puis ensuite de sa capacité à vraiment défaire quelque chose d'un récit consensuel qui finalement se reforme assez facilement et assez rapidement, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il y a des lieux où ce contre-récit s'impose? Est-ce que chez les historiens, par exemple, la documentation des grèves, enfin, cet étrange documentaire de Mermet sur Ramazan qui est sorti récemment, et on a le sentiment que c'est du côté d'une histoire révisant une histoire nationale précédente, que peut-être ce caractère contre-narratif s'est davantage effectué. Alors, pour vous, où est-ce que ça s'est réalisé en fait, cet espoir d'un contre-récit? Alors pour moi, mais j'ai peut-être pas été assez claire, en fait, le fait que ces contre-récits, disons, s'expriment à travers des références nationales, ça ne veut pas forcément dire qu'ils servent à rien. Hein, c'est-à-dire que le fait de faire référence à la déclaration d'indépendance, etc., ça ne disqualifie, enfin, pour moi en tout cas, ça ne disqualifie pas la portée de résistance de ces contre-récits-là, puisque même s'ils sont en partie récupérés par le mainstream, hein, disons pour aller vite, ils le transforment aussi. Hein, les discours portés pendant la Grande Dépression, etc., ils ont porté leurs fruits dans les représentations. Déjà, la meilleure preuve, c'est que aujourd'hui, voilà, quand on pense à l'Amérique de ces années-là, on voit l'extrême pauvreté, on voit. Enfin, donc il y a des transformations qui sont effectives. Et on la voit peut-être parce qu'on pense à A.G., parce qu'on pense à. Oui, et qui ont eux-mêmes été nourris aussi de ce qui a été fait avant. Alors après, je
pas vous démontrer scientifiquement que H.G. avait lu les romanciers prolétariens, mais dans la multiplication des grèves à partir de 1935, il y avait déjà eu des grandes grèves à la fin des années 20 qui avaient influencé un certain nombre d'écrivains, etc., et donc qui avaient contribué à mettre ces figures-là sur la scène politique et intellectuelle. Donc voilà, c'est pas parce que il n'y a pas de tradition contre-révolutionnaire aux États-Unis, en fait, c'est ce que je veux dire. En France, vous pouviez être monarchiste. Il y a une tradition contre-révolutionnaire qui est forte et qui se transmet à travers différentes idéologies politiques. Aux États-Unis, vous n'êtes pas contre-révolutionnaire, c'est-à-dire que quand vous protestez contre l'état du pays, vous le faites toujours au nom des idéaux fondateurs. Et si vous regardez les mouvements féministes, les mouvements abolitionnistes, voilà, à chaque fois, en général d'ailleurs, ils font des déclarations d'indépendance qui sont très exactement calquées sur la déclaration d'indépendance de 1776, sauf qu'ils remplacent homme par femme ou blanc par noir et ils reprennent les mêmes termes. Mais ce que vous dites est très juste sur l'histoire, puisque les romans prolétariens ont largement été redécouverts pendant les années 60 et 70 au moment des mouvements de libération, justement autour du féminisme, des droits civiques, des droits des homosexuels, etc., à travers des maisons d'édition comme The Feminist Press, et ont été pris en charge par cette histoire alternative, qui a été portée notamment par des figures comme Howard Zinn, pas uniquement, et qui ont donc effectivement reconstruit un récit national en y intégrant ceux qui en avaient été marginalisés. Mais ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans la postérité de ces œuvres-là, c'est que justement elles ont été prises en charge par des historiens. Et donc elles ont été complètement oubliées en tant qu'œuvres littéraires. Notamment toute la dimension formelle a été complètement mise de côté, alors que, je ne dis pas que c'est les pires romans que vous lirez jamais de votre vie et les plus expérimentaux, mais le fait d'opposer systématiquement roman politique et modernisme, par exemple, est un peu absurde parce qu'on voit bien dans ces œuvres-là qu'ils se sont énormément inspirés des techniques développées par les modernistes. Et pour certains d'entre eux, comme Langston Hughes ou John Dos Passos, c'était les mêmes. C'est à la fois des figures du mouvement moderniste de la Renaissance de Harlem et ensuite du mouvement radical. Il y a temps pour une dernière question.